C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Alors au sommaire de cette émission, la situation sociale est critique en France. Les Restos du Cœur, créés par Coluche en 85, ont lancé un appel à l'aide. Avec l'inflation, le nombre de bénéficiaires ne cesse d'augmenter. Un appel entendu par le milliardaire Bernard Arnault avec un versement de 10 millions d'euros, 5 de Total Énergie et 500 000 euros par les joueurs de l'équipe de France de foot. Mais le compte n'y est toujours pas. Emmanuel Macron a envoyé sa lettre aux chefs de partis politiques qui se sont rendus à Saint-Denis. Il les appelle à envoyer eux aussi leurs propositions, leurs ajouts avant le 10 septembre. Le président n'exclut pas un référendum, même s'il faut modifier la Constitution, notamment sur l'immigration. Et nous dirons un mot de Marion Maréchal, qui sera tête de liste aux européennes pour le parti d'Éric Zemmour. Et enfin, les Rolling Stones reviennent à 80 ans avec un nouvel album. Ça roule toujours pour les papis du rock. Alors, sur ce plateau, Catherine Tricot, je salue. Bonsoir. Vous êtes directrice de la revue Regard. Et Guillaume Daret, journaliste. Bonsoir. Bonsoir. Politique à France Télé. Et en fin d'émission, la chronique sur les réseaux avec Véronique Reissoult. Alors, situation intenable pour les Restos du Cœur. Un trou de 35 millions d'euros. L'inflation est la cause de ce boom des bénéficiaires, mais ce n'est pas un phénomène nouveau, dans le fond, puisqu'on en parlait, je crois, il y a encore quelques mois sur le rapport, sur un des rapports c'était pas la Croix-Rouge, c'était, je sais plus, on avait fait une émission spéciale là-dessus. Donc là, il n'est même plus question de pouvoir d'achat, Jean-Marie, mais de pouvoir de survivre. Oui, c'est très surprenant et choquant en même temps. Vous évoquiez les Restos du Cœur, la naissance des Restos du Cœur. C'était au moment où on découvrait l'existence de nouveaux pauvres. C'était dans les années 80. Et on pensait que depuis, on avait progressé. On a progressé malgré tout. Le pays s'est enrichi globalement. Et sans doute y a-t-il moins de pauvres peut-être qu'il n'y en avait à une certaine époque. Et pourtant, ça reste parfaitement anormal qu'un pays comme le nôtre, avec sa richesse, son rang parmi les grandes nations, ainsi de suite, tolère cela. Il y a des pays qui tolèrent, qui sont beaucoup plus accoutumés à la pauvreté, une pauvreté très dure. Je pense à la Grande-Bretagne, par exemple, à l'Angleterre. Mais en France, c'est encore aujourd'hui, heureusement, pas toléré, ou peu toléré, ou moins toléré. Donc voilà, la question est de savoir quand est-ce qu'on va s'occuper de résoudre, de réduire la pauvreté, non pas en se préoccupant. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été résolue depuis le début de l'humanité. Il y aura toujours bien sûr, mais néanmoins, il y a quand même toujours des efforts à faire. Et là, on se trouve dans une situation extrêmement choquante. Vous le disiez, c'est justifié, explicable par l'inflation. Mais en même temps, ça révèle que beaucoup de gens étaient à la frontière de la précarité et qu'il suffisait d'assez peu de choses finalement pour qu'ils basculent dans des situations où il y a un certain nombre de gens qui sont obligés de se priver d'un repas, par exemple. Oui. Donc ça n'est pas tolérable et il faut en effet qu'on s'attaque à ce problème. On parle toujours on attend un cap du président de la République, on attend une perspective. En voilà une. Voilà une urgence dont il faudrait se saisir, séance tenante, et tenter d'apporter des solutions. Alors, on va tenter de répondre à cette question, mais autre fait inquiétant, Catherine, ces bénéficiaires-là sont pour la plupart des jeunes de moins de 25 ans, qui sont accueillis donc par les Restos du Cœur, et beaucoup de femmes qui sont à la tête de familles monoparentales. Tout à fait. C'est ce que j'avais en tête en vous écoutant, c'est qu'en fait la pauvreté elle a évolué dans le temps. C'est-à-dire qu'au départ, dans les années 60-70, c'était les vieux qui étaient pauvres. Et aujourd'hui, c'est les jeunes, les familles monoparentales et les travailleurs pauvres. Ce qui veut dire, en pensant à cette évolution, c'est qu'en fait, la politique a pu vraiment influer. C'est-à-dire qu'on a revalorisé les retraites, on a eu une politique de dignité à l'égard des personnes âgées et on a par contre sous-estimé complètement les problèmes que rencontrent les jeunes et les étudiants, les problèmes de logement. Parce qu'en fait, à l'origine de cette question de pauvreté, il y a des éléments structurels. Il y a la question du travail qui est mal rémunéré et qui est mal sécurisé, avec beaucoup de précarité. Et puis il y a la question du logement. En France, le coût du logement est 2 fois plus élevé pour un Français que pour un Allemand.
dans son. C'est la clé. La clé, c'est le logement, tout à fait. Or, on n'a pas de réponse politique sur le logement. On n'a pas de réponse politique, mais c'est un domaine qui est resté en déshérence. Absolument. Et il y a une crise qui s'aggrave chaque jour et une inaction, là, pour le coup. Ouais. L'interview de la patronne de Nexity dans Le Monde d'hier soir, qui alerte sur ce point, vraiment, en disant, mais enfin, on est quand même devant une situation où on fait 30% de mise en construction de logements en moins cette année que l'année dernière. C'est-à-dire on est dans une spirale de dégradation. Et donc, il y a vraiment, sur les questions de pauvreté, la puissance publique peut agir. Elle l'a montré à propos des anciens. Elle peut le faire pour les familles monoparentales, pour les jeunes et les travailleurs précaires. Alors là, on en parlera peut-être à propos de Saint-Denis, mais enfin, la réunion de Saint-Denis avait montré qu'il y a clairement, en tout cas, du côté effectivement du gouvernement, une crainte d'être perçu comme impuissant par les Français face à cette difficulté-là. Regardez là, symboliquement, on commence à s'est passé dimanche, c'est-à-dire qu'à 13h, le patron des Restos du Cœur a lancé cet appel à l'aide, qui est un appel de détresse. Le soir même, vous aviez Aurore Berger, qui est la ministre en charge des solidarités, qui était au journal de 20h pour se saisir de cette question-là, faire des annonces. On verra si ça sera évidemment suivi des faits. Mais ils ont bien compris que politiquement, il fallait surtout pas laisser partir cette mèche politique-là, parce que c'est très, très, très sensible. D'autant plus qu'effectivement, Emmanuel Macron n'a jamais réussi pour de bonnes ou mauvaises raisons, à se départir de cette image de président des riches qui ne viendrait pas en aide suffisamment aux plus modestes. Et donc, ils ont senti effectivement cette difficulté-là. Et ce qu'ils disent effectivement en coulisses, Catherine a parfaitement raison, c'est que leur crainte, c'est que ça enflamme effectivement la société, parce que c'est effectivement un profil de jeunes, de mères seules et souvent de gens qui travaillent. Ce qu'on a dit à l'époque des Gilets jaunes, c'est-à-dire des gens qui travaillent, mais qui ne plaît pas suffisamment pour vivre et pour nourrir leurs enfants. Non, puis en plus, quand on voit que dans Paris, il y a près d'1 millier d'enfants qui sont à la rue la nuit, vous dites c'est pas possible, c'est absolument inacceptable. Donc, je veux dire, c'est des choses qu'on ne peut pas laisser en l'état. Quelle que soit la couleur du gouvernement d'ailleurs. La conférence sociale qui est envisagée à la suite de la réunion de Saint-Denis porte sur les salariés qui sont payés en dessous du SMIC. Non mais, enfin, on croit rêver, quoi. Tout le monde pensait que le SMIC, c'était quand même le salaire minimum. C'est son intitulé. Et en fait, on se rend compte qu'il y a, je ne sais plus, vous l'aviez dit la dernière fois, une 30aine de branches qui ont des salaires minimums qui sont en dessous du SMIC. Donc, on est dans une situation impossible. Enfin, il faut se ressaisir et les salaires, probablement les minima sociaux, le logement. Et à part ça, si je peux me permettre, 15 millions d'aide, enfin je veux dire, non mais... Alors c'est pas 15 millions d'aides. L'État au total, il faut savoir... Non, je parle de l'annonce de Aurore Berger dimanche soir. Sur l'aide alimentaire, l'État doit payer à peu près chaque année quelque chose comme 150 millions d'euros et l'Europe apporte 120 à 130 millions d'euros dans ce secteur. Justement, elle va partir à la chasse mais 120 à 130 millions d'euros, c'est pas rien. Et après, il manquait au Restos du Cœur une 30aine de millions, en effet. Je dirais, ça, c'est quand même pas... Je veux dire, mais rappelez-vous, il y a quelques mois ou quelques semaines seulement, le gouvernement allait d'annonce en annonce et à chaque fois on nous annonçait des chèques on ne peut plus élever les uns que les autres, 1 milliard ici, 2 milliards là, etc. Et là il manque 35 millions, en effet on se dit non mais attendez, il faut les réveiller un petit peu, quoi. Alors est-ce que les 10 millions c'est pas grand-chose? Réponse. Non, c'est apporté par Arnaud. Ça dépend. Surtout ce subside à la puissance publique. Non, mais ça, déjà, il peut le faire. Donc ça, c'est quand même. Non, mais on va pas. Tant mieux qu'il le fasse, mais ça pose quand même la question de la répartition des richesses. Quand même, on a quand même un problème de répartition inégalitaire des richesses qui est quand même problématique. Ça, c'est le problème français qui est intolérant à ce que l'on appelle la philanthropie. La philanthropie est un élément clé d'un certain nombre d'économies, notamment l'économie américaine, mais pas seulement. Et en France, c'est incompris. Et on considère que dès que vous parlez philanthropie, on dit « Ah oui, mais c'est à l'État de le faire ». Non. On dit c'est parce que c'est intéressé, parce qu'ils vont bénéficier d'un rabais fiscal. Pourquoi ils le font, etc. Non, la philanthropie, c'est quelque chose qui s'est heureusement développé à mesure qu'ont été encouragées les fondations. D'ailleurs, il est bon que les grandes entreprises aient des fondations. Ces fondations sont extrêmement utiles et ils trouvent leur application là. Mais notre République, elle est sociale.
C'est-à-dire que donc social, ça veut dire qu'on attend de l'État qu'il ait une politique sociale. C'est-à-dire que la demande, ce n'est pas d'avoir des grands patrons ou des hommes très riches qui soient sociaux. Ce qu'on attend, c'est que l'État remplisse sa fonction sociale. Mais grande interrogation pour nous, parce qu'on est quand même un pays dont le PIB vient à 58% de la dépense publique. Ah ben moi je pense qu'il y a un problème d'efficacité. On a un État-providence qui est très lourd, qui est coûteux, etc. Et pourtant, il se produit ce genre de choses. Donc il manque quand même une réflexion sur la pertinence de la dite dépense publique. Oui. Peut-être qu'elle est mal orientée, on va écouter, Guillaume, vous allez nous répondre, on va écouter la France Insoumise, en l'occurrence Alexis Corbière, qui ne dit pas merci à la famille Arnault. On l'écoute. Et que les choses soient claires. Je suis pour la solidarité, pas la charité. Monsieur Bernard Arnault va donner 0,004% de sa fortune personnelle. Moi, je dis à monsieur Bernard Arnault, c'est qu'il devrait payer plus d'impôts. Voilà, il devrait payer plus d'impôts. Est-ce que ça s'entend ? Alors, peut-être, mais la première réflexion qu'on a, c'est quand même 10 millions, ce qu'on disait il y a quelques instants, pour les Restos du Cœur. Donc, les Restos du Cœur... Cela dit, la facture, elle est quand même le trou, il est de 35 millions. Mais c'est pas 10 millions, c'est quand même mieux que zéro. Enfin, je veux dire, ce que tu veux dire, c'est une évidence. Mais donc, c'est une somme dont il bénéficie. On a quand même le sentiment... C'est 10 fois moins que ce qu'il a donné pour la cathédrale. Hein. Oui. 10 fois moins. Je veux dire, reconstruire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça veut dire que c'est lui qui fait les arbitrages tout seul. C'est ça, en fait, le problème. Oui, mais alors ça, c'est parce que vous parliez de ce que vous parliez il y a un instant, c'est ce que vous considérez comme la déficience de l'État-providence. Oui. Et le problème, c'est qu'il s'y substitue. C'est pas tant la faute de Bernard Arnault que de la faute de l'État en tant que tel. Dans les problèmes que cela pose, ça veut dire que Bernard Arnault a le droit de décider quels sont les artistes qu'on expose, quelles sont les œuvres que l'on défend, quels sont les bâtiments que l'on restaure. C'est le principe de la philanthropie. Oui, mais c'est donc de la philanthropie. J'entends bien, mais ça veut dire que c'est de sa décision personnelle. D'une manne, mais non, mais moi, ce que je rejoins... Pour la rénovation, il vaut mieux 10 millions que zéro, mais il vaut mieux que ce soit un peu plus socialisé, c'est-à-dire politisé, c'est-à-dire que les citoyens décident ce que les richesses, où on les attribue. Encore une fois, mais est-ce que ça passe par l'impôt ? Si je peux me permettre, d'une façon générale, l'impôt, rappelez-vous le choc fiscal qui a tué François Hollande. Mais d'une façon générale, en France, quand on parle de pauvreté, on en parle de façon idéologique. Et donc, la réponse, c'est il faut que l'État fasse payer les riches. Et donc, jamais personne ne se préoccupe de la pauvreté en elle-même, du type de politique qu'il faudrait appliquer, qu'il faudrait rechercher, ainsi de suite. Et là, il y a des écrits d'Esther Duflo, notamment là-dessus. Il faut aller les lire, d'accord. L'économiste, oui, l'économiste qui est prix Nobel. Mais je veux dire, en France, non, le réflexe, c'est de dire il faut payer. Donc, je vais prendre aux uns pour... Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. On laisse Guillaume finir sa démonstration. Ça affaiblit le pays. Jean-Marie, on a quand même le sentiment que la France insoumise, quel que soit le sujet, de toute façon, ils s'en saisissent. Si c'est blanc, ils disent noir, et on y va pour faire de la politique. Et le deuxième point, j'allais dire, je vais peut-être vous faire sourire pour venir un peu en pied de nez sur ce sujet-là, c'est Nicolas Sarkozy, que j'ai entendu chez nos confrères de C'est à vous, qui a été interrogé sur ces questions-là, et qui a tout de suite ramené évidemment cela à sa concurrence passée avec François Hollande, en disant, ce qui ramène à un clivage politique quand même... de notre pays, le président Sarkozy a dit « Moi, vous savez, je voulais moins de pauvres. Le président Hollande, lui, il voulait moins de riches. » Alors, on va... Mais c'est pas faux. C'est pas faux, ce n'est pas faux, mais néanmoins, dans cette existence de très riches et de très pauvres, il se pose une question qui est quand même d'un peu plus de répartition. Et vous parliez d'Esther Duflo, elle ne cesse de répéter cela. C'est-à-dire qu'on est devant une aggravation des inégalités qui est problématique. Je pense que le péché originel d'Emmanuel Macron, c'est évidemment la suppression de l'impôt sur la fortune. Ah oui. Parce que ça l'a marqué définitivement comme le président des riches. Et sur les capitaux plus que sur l'immobilier, d'ailleurs. Mais sinon, je vous rappellerai une chose simple. François Hollande, quand il arrive à l'Élysée, il applique purement et simplement la doctrine historique du Parti socialiste. C'est-à-dire, il faut que le capital soit imposé au même niveau que le travail. Donc il fait une réforme fiscale qui impose le capital au même niveau que le travail. Le résultat, ça a été l'émotion générale et la protestation contre ce que l'on a appelé le ras-le-bol fiscal. Ça, c'était l'actuel président de la Cour des comptes, ou bien le choc fiscal. Et un certain nombre de bons esprits, notamment les frondeurs, vous ont expliqué que ce n'était pas une politique de gauche. Si, c'était une politique de gauche, et c'était quelque chose qu'il n'aurait pas fallu défaire, mais que Nicolas Sarkozy, que le successeur Emmanuel Macron s'est empressé de défaire. Voilà. Et vous vous rappelez ce qu'avait dit Emmanuel Macron sur cette mesure-là à l'époque ? C'est Cuba sans le soleil, si je dis pas de bêtises.
Alors donc les participants, les 11 chefs de parti qui étaient donc à Saint-Denis, j'imagine n'ont pas dû dormir depuis et guettaient, non c'est une blague, guettaient leur boîte aux lettres. Donc cette fois Emmanuel Macron a envoyé cette lettre donc aux participants aux rencontres de Saint-Denis. Il ne ferme la porte à rien, notamment sur le référendum sur l'immigration, mais ce qui nécessiterait de faire une réforme constitutionnelle. On a le sentiment qu'Emmanuel Macron ne ferme pas la porte, non, Guillaume. Mais on est même très très loin. Parce que quand vous regardez la lettre, il dit que pour l'instant personne n'est d'accord exactement sur les modalités et que donc on va s'ouvrir à de nouvelles consultations, on va travailler ensemble. Ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est assez intéressant quand vous échangez avec les chefs de parti, que ce soit d'ailleurs par exemple Fabien Roussel ou Éric Ciotti avec qui j'en ai parlé. Tous mettent au crédit d'Emmanuel Macron une chose, dire finalement dans notre démocratie qui est très clivée, c'est peut-être pas mal que de temps en temps on se retrouve comme ça et qu'on puisse... Oui, mais on s'extasie d'un truc assez normal en fait. Oui, mais ils se sont dit finalement, faut reconnaître à Emmanuel Macron que sur ce point-là, c'est pas mal, ils l'ont trouvé assez cash comme on dit, ils ont pu échanger. Mais après, sur le reste, c'est un peu l'histoire quand même d'un jour sans fin. Depuis 1 an et demi, regardez, il y a eu effectivement le Conseil national de la refondation, il y a eu des conventions. Il y a 1 an, après les législatives, il avait rencontré tous les chefs de groupe parlementaires. Il a demandé à Elisabeth Borne de faire la même chose. Et à chaque fois, je reprenais le lancement du Conseil national de la refondation, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est un conseil qui est susceptible de donner lieu à des projets parlementaires et peut-être même à des référendums. Donc vous avez un président de la République aujourd'hui qui, de par la majorité relative qu'il a à l'Assemblée nationale, est contraint politiquement. Donc il essaye en permanence d'élargir cette majorité. Mais on voit que depuis 1 an, il n'y parvient pas. Et plus on va avancer, moins ce sera facile. Parce qu'évidemment, plus on avancera, moins la droite aura intérêt à passer un accord de gouvernement avec lui. Oui. Et en plus, la gauche n'attend qu'une chose, c'est de dire, vous voyez, on vous avait bien dit que ça servirait à rien. C'est classique, mais c'est vrai. Bah oui, mais on peut analyser ça soit comme une tentative obstinée, louable, du président de la République de trouver les voies et moyens de revivifier une démocratie que l'on dit malade, que l'on dit, etc. Il en avait fait le constat dès 2017. Parce que la démocratie représentative il est assez sincère continue de fonctionner. Et je pense qu'il peut être sincère, tout à fait. Donc on peut très bien voir les choses comme cela. Et en même temps, c'est ce que vous disiez, mais en même temps, c'est aussi une façon d'occuper le terrain avant l'obstacle, en sachant que l'obstacle est quasi infranchissable, sauf recours au 49.3, etc. Et que donc il faut, vis-à-vis de l'opinion, apparaître comme celui qui a vraiment quand même tout essayé pour qu'il y ait un consensus et un compromis, et que si ce compromis est refusé, et si j'utilise le 49.3, c'est quand même pas de ma faute. Je pense qu'il y a ça, évidemment, dans la manœuvre actuelle et dans la multiplication. Il y a eu la multiplication des pains, mais là, c'est la multiplication des organes de discussion. Des organes de discussion. Quand il avait fait ses meetings entre 2 tours, qu'il ait mis la question de l'immigration au cœur de son projet. Vous avez raison. Voilà, c'était pas du tout ça. L'écologie. Absolument. Oui. Or aujourd'hui, sur quoi c'est écologique ou ne sera pas. Voilà. Or, pourquoi aujourd'hui, alors qu'on vient de parler entre nous de façon assez concise, parce qu'on était pressé par le temps, mais on aurait pu en dire plus, ces questions de richesse, de pauvreté, de réforme sociale, etc. Il n'envisage pas du tout de revenir là-dessus. Il vient de vivre un affrontement social très très dur sur les retraites qui en fait concerne cette question-là, parce qu'au fond, du bout, c'est combien on va avoir à la retraite. Et donc, on sait, tout le monde comprend que les retraités vont gagner moins. Donc, on a un problème social, on a un problème écologique. Il nous l'avait annoncé comme le cœur de son quinquennat. Or, là, aujourd'hui, il nous relance l'immigration. Et non seulement il nous relance l'immigration, mais il fait parce qu'il ne peut pas agir sur autre chose. Mais il fait fuiter dans la presse. Non, mais il fait fuiter dans la presse. C'est aussi parce que l'électorat de droite et encore moins d'extrême droite se préoccupe d'écologie. Il se préoccupe d'immigration, de régalien, etc. Oui, je pense qu'il y a ça explique le décentrage. Parce qu'en effet, l'écologie n'est pas au centre mais de son qu'est-ce qu'il fait ? Quel besoin a-t-il de faire fuiter dans la presse que décidément le patron du Rassemblement national est le meilleur des chefs de parti de France ? Ça d'ailleurs a fait tiquer plus d'une personne, pour vous dire quand même, dans sa majorité et dans son entourage, qui dit attention, on peut considérer qu'il doit être invité au titre des chefs de parti, mais attention à ne pas devenir un instrument de la normalisation du Rassemblement national et de Jordan Bardella. Après, il y a Elbone Pivet qui avait dit au début de l'été que Sébastien Chenu était le meilleur des vice-présidents. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils espèrent quoi ? Ils espèrent qu'ils vont, par ce genre de petites phrases, désamorcer le Front National, mais pas du tout. Il les désigne comme les bons élèves. Alors, ils pensent comme ça les désamorcer et récupérer l'immigration
pour pouvoir faire baisser le Front National. Franchement, et alors la course à l'échalote de Sarkozy qui dit il faut réunir toute la droite de Zemmour. Je veux dire, on est on se perd, on perd le Nord Sarkozy là. Sarkozy qui refuse de caractériser Éric Zemmour comme quelqu'un d'extrême droite. Donc, oui. Alors, justement, en parlant non pas du loup, mais d'Éric Zemmour, il a annoncé donc Marion Maréchal, donc la nièce de Marine Le Pen, serait tête de liste pour son parti, donc aux européennes. Là, il a fait le choix d'une personnalité jeune, puisque Jordan Bardella, on en parlait, il a quoi ? Il a 29 ans. Ouais, à force d'avoir 25 ans, il a 30 ans. Donc ça faisait un peu le vieux dans le jeu de quilles. Donc il fait monter Marion Maréchal. On dit que la gauche est divisée, mais dans le fond, l'extrême droite l'est tout autant. Elle est tout autant parce qu'en plus, on connaît le candidat du Rassemblement national, Jordan Bardella, on connaît désormais Marion Maréchal, et pour les Républicains, ça sera probablement François-Xavier Bellamy. Donc c'est trois candidats qui vont quand même se disputer pour une bonne partie le même électorat, qui est un électorat plutôt libéral économiquement et conservateur sur la question des mœurs. Donc ça réduit évidemment les perspectives de succès, en particulier pour François-Xavier Bellamy. Pour ce qui est de Marion Maréchal, alors elle a été lancée par Éric Zemmour, mais il faut quand même voir qu'en coulisses, ça va pas non plus le grand amour entre eux. Regardez, elle devait annoncer cela hier chez nos confrères TF1. Quelques instants plus tôt, Éric Zemmour l'a fait dans le Figaro. Et puis il y aura aussi un moment une question même électorale, parce qu'il a fait 7% à l'élection présidentielle, Éric Zemmour. Évidemment, ça sera la barre sur laquelle sera jugée Marion Maréchal. Si elle fait plus, on dira tous, finalement, est-ce qu'à la prochaine élection présidentielle, il ne vaudrait pas mieux Marion Maréchal qu'Éric Zemmour ? Donc, il y a quand même aussi un petit risque de concurrence politique sur ce plan-là. Leur objectif, très clairement, c'est, comme à l'élection présidentielle, faire plus que les Républicains. Les Républicains, ils ont fait 8% avec Bellamy la dernière fois, 4% à l'élection présidentielle avec Valérie Pécresse. Je vous rappelle que la barre en France pour avoir des élus, c'est 5%. Alors justement, Marion Maréchal n'est pas crédible selon le porte-parole du Rassemblement national. On l'écoute. Ça s'appelle la démocratie. Chaque mouvement politique peut participer aux élections. Il se trouve que les élections européennes sont des élections au scrutin proportionnel. Donc il y a beaucoup de petits partis qui participent pour exister, pour montrer qu'ils sont là dans l'univers politique. Mais honnêtement, je crois que si Reconquête avait dû marquer le paysage politique, si cela avait été une alternative crédible, on l'aurait su. Et paf. Oui, c'est un des éléments rassurants de la vie publique aujourd'hui. C'est la certitude que de toute façon, l'effort de Marine Le Pen tendra à limiter l'influence ou l'éventuelle progression d'Éric Zemmour. Oui, en même temps, moi, ce que je note, c'est que ça se fait à un moment où la question de l'union de la droite et quel est l'union des droites, voilà, vous avez raison, et quel est son périmètre, en fait, c'est le débat. C'est-à-dire, au fond, est-ce que Nicolas Sarkozy a dit dans son entretien de rentrée que lui, il verrait bien que ça aille de Macron jusqu'à Éric Zemmour en passant par les Républicains pour essayer de bloquer l'accès au pouvoir de Marine Le Pen. Donc, on ne voit pas très bien quel est l'intérêt. On ne voit pas très bien quel est l'intérêt d'intégrer Éric Zemmour en excluant Marine Le Pen. Pour contrer Marine Le Pen. Voilà, pour contrer Marine Le Pen. Je pense c'est un raisonnement bizarre. Oui, mais en tout cas, je pense que ce qui est en train de se discuter, au fond, c'est remettre sur la table, et on sait que Bellamy est plutôt favorable à l'union des droites, il est quand même plutôt de ce côté-là, donc ils seront deux à travailler du côté de la proposition de Nicolas Sarkozy, qui est de l'union des droites pour contrer Marine Le Pen. Peut-être que c'est ça qui lui sauvera la mise, ou pas, on verra. Alors, on passe à quelque chose de beaucoup plus réjouissant, c'est le retour des Stones. À 80 ans, un nouvel album, conférence de presse hier à Londres. On écoute un extrait de cette conférence de presse. Keith et moi, on s'est dit que le thème de l'album devrait être la colère, que chaque chanson serait énervée, la colère et le dégoût. Et puis après, on a eu une seconde idée qui était de ne pas avoir de la colère dans toutes les chansons, mais d'être plus éclectique, d'avoir quelques chansons d'amour, des ballades, des chansons plus country. Donc au final, on a un mélange. Ouais, la génération Liverpool toujours en forme. On va écouter d'ailleurs l'extrait de leur chanson Angry.
Jean-Marie, vous êtes un expert des Stones. Nous sommes un pays qui vieillit. En tout cas, c'est ce qui me paraît assez évident. Non, mais c'est quoi le secret ? Enfin, ils sont universels, c'est vrai. Il y a eu le jazz, le blues, le rock'n'roll, bien sûr. et il y a eu la pop music avec Beatles, Rolling Stones, et bon, il y a eu d'autres. Il y a eu le reggae, il y a eu la musique africaine. Bon, il y a eu après il y a le rap. Mais bon, le secret des Stones, c'est que dans le fond, ils changent pas. Et c'est le talent aussi, non ? Ah oui, le talent, bien sûr. Ah ouais. C'est quoi le secret ? Je dis, leur inspiration ne change pas beaucoup. Non. Là. Bah non. C'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes. C'est ça qui c'était bon, ça reste bon. Oui. Et d'ailleurs, ils se mettent en. Enfin, c'est de l'image artificielle, quoi. Oui. C'est des images de synthèse là, parce qu'on peut pas dire que Mick Jagger en conférence de presse et Mick Jagger qu'on a vu. Ah oui, il est un petit peu plus rajeuni, quoi. Photoshopé, comme on dit. Pourquoi la dernière tournée qui devait être la dernière ne sera peut-être pas la dernière. Bon, vous êtes tous fans des Stones ici ? Oui, bien sûr. Ok, d'accord. On passe à donc la politique sur les réseaux avec Véronique Reissoult. Bon, pas de générique, c'est pas grave. Pas de générique. C'est pas grave. Bon, C'était les Stones, le générique, c'est chic, non ? Bah oui. Ouais, moi, je trouve c'est pas mal. Pas grave. Donc, on en parlait tout à l'heure. Ah bah non, on n'en parlait pas, pardon. C'est la deuxième question sur la pauvreté. Mais la première question, c'était de votre sur la chronique, c'est Gabriel Attal, qui finalement a fait une rentrée plutôt en fanfare. Alors, ce qui était amusant, c'était que d'habitude, c'est Emmanuel Macron qui fixe le cap et le ministre qui fait le SAV, le service après-vente. Et là, c'est le contraire. C'est le cadeau fait à Gabriel Attal de faire cette annonce sur la Baïa et Emmanuel Macron qui, derrière, explique. Exactement. Donc, c'était une semaine de rentrée scolaire pour tout le monde, et en particulier pour Monsieur Attal, qui est le ministre le plus visible de tout le gouvernement. Quand on regarde les parts de voix sur l'ensemble des ministres, quand il s'exprime, c'est celui dont on parle le plus. Et alors, non seulement on parle beaucoup de lui, mais c'est le ministre dont on parle le mieux. C'est-à-dire que c'est le ministre le plus populaire. Et quand on regarde d'ailleurs les émojis qui n'ont plus de secret pour vous, et bien vous verrez que ce ne sont que des émojis positifs quasiment, ce qui est rare. Vous avez des mains qui applaudissent, vous avez des pouces, vous avez des bravos, des cœurs. Enfin voilà, c'est assez rare quand même pour un ministre. Et les quelques signes un peu négatifs, c'est bien le sens interdit, c'est pour la Baïa, le point rouge pour dire c'est important, et le petit avion, c'est une petite polémique qu'il y a eu à propos d'un déplacement à Rennes, mais c'est avec plutôt la première ministre. Voilà, mais c'est la première ministre qui est critiquée, et Monsieur Attal fait partie de l'histoire, mais lui, on ne lui reproche pas. Donc pour vous dire que c'est quelqu'un de très bien vu, et nous avons fait un sondage pour le Figaro qui sort ce soir avec Odoxa, et on a testé sur un certain nombre d'items la perception que les Français ont de Monsieur Gabriel Attal. Eh bien, il est perçu comme ambitieux à 80%, ce qui est plutôt un trait de caractère positif pour les Français, pour un homme politique. Il est perçu comme courageux à 64%, sympathique à 61%. Il incarne le renouveau à 58%, il est compétent à 55%. Et donc vous avez la brosse à reluire, là, le cirage Ben moi, je pense qu'il y a plus d'un ministre qui aimerait bien avoir ce genre de sondage. En tout cas, c'est excellent. Et quand on regarde compétent, je me suis amusée à les regarder par tri d'âge. Plus on est âgé, donc plus on le trouve compétent. Donc les plus de 65 ans le trouvent particulièrement compétent à 80%, les parents trouvent que 51%, et les jeunes, 70% non compétents. Donc on a quand même un petit sujet, tout n'est pas si rose dans le monde de Monsieur Attal, il y a un petit sujet avec les jeunes. Alors après, on a regardé aussi sur les mesures qui ont été annoncées, est-ce qu'il est soutenu. Alors il a beau être très positif, il y a un petit doute quand même dans l'opinion. Vous allez voir sur les 4 mesures qu'il a annoncées, voilà, elles sont plutôt bien accueillies. On va dire qu'il y a un présupposé positif, mais il y a une sorte d'équilibre. C'est quand même globalement plutôt, les gens ne croient pas qu'il va y arriver, mais c'est pas forcément lui, c'est plus la réalité de la difficulté de la mission. Donc le niveau de lecture, d'écriture et de calcul en primaire qui doit augmenter, les gens disent il va peut-être pas y arriver quand même. L'autonomie des chefs d'établissement, la sécurité dans les établissements et le niveau en mathématiques des élèves du secondaire. Donc on va dire positif, et s'il n'y parvient pas, ça ne sera pas forcément si négatif que ça pour lui. Après, on a regardé dans ce qu'il a annoncé, comme vous disiez fort justement, est-ce que la Baïa c'était une bonne nouvelle, est-ce que les Français en voulaient? Alors on a regardé faire de la lutte contre le harcèlement à l'écoute une priorité absolue, et bien 80% des Français bien évidemment sont d'accord, et comme il a été très ferme sur ce sujet, ça lui a de nouveau plutôt réussi, en tout cas on lui prête une vraie volonté. La décision de remettre les épreuves du bac, là aussi 76% des Français sont d'accord, essayer de revenir à la façon dont c'était
avant. L'interdiction de la baya, 74% des Français disent finalement c'est bien. Et quant à l'uniforme, et nous allons parler uniforme, eh bien l'uniforme c'est 63% seulement des Français, mais c'est quand même beaucoup, 63% des Français qui disent ouais c'est bien, c'est une bonne idée. Alors après, quand on regarde ce qui s'est passé cette semaine, vous savez qu'il y avait l'interview de M. Macron. Ce qu'on a retenu de M. Macron, c'est sur TikTok, non, sur Hugo Décrypte, notamment sur TikTok, sur TikTok, avec 2,2 millions de vues, ce qui fait quand même rêver. C'est quand même pas mal. Près de 140 000 interactions, ce qui est beaucoup. Et globalement, ce que les gens ont retenu, c'était l'abaya dans le sujet. Et l'abaya, c'était avant que ce soit mis en place. Et donc, une fois que ça a été mis en place, on a regardé comment les gens ont réagi. Donc, je vous ai sélectionné un tweet qui résume assez bien les réactions après la rentrée, qui étaient plutôt dubitatives sur finalement l'efficacité. Ils le souhaitaient, mais dans le fond, est-ce que c'est vraiment utile? Et ensuite, pas du tout cette image-là, mais elle va venir. Et après, il y a un croisement avec les uniformes. Puisqu'en gros, les gens disent, maintenant qu'ils ont interdit l'abaya aux musulmans, ils vont les pousser à mettre des jupes et des chemises serrées, déboutonnées. Le gouvernement français est une dictature camouflée. Globalement, c'était pas le message le plus repris, mais ça a été dans ceux les plus vus, puisqu'avec près de 8 millions de vues. Et les gens finissent par mélanger un peu. Alors, les services de renseignement, d'ailleurs, disent qu'ils font très attention aux campagnes. Oui, il y en a beaucoup. Offensives lancées par des pays, non pas ennemis, mais en tout cas avec une forte population musulmane qui pourrait d'influer et de profiter. Ils en ont fait pas mal sur TikTok, on les voyait, et ils ont lancé, entre autres, tout un défilé pour montrer qu'Adabaya, ça pouvait être une Europe. Question de la Turquie. Tout à fait. C'est sûr. Oui. Donc après, le sujet de l'uniforme, c'est donc invité dans le débat. Alors, l'uniforme, les premiers concernés, les jeunes, ils sont tous contre, ne cherchez pas, et je n'ai pas trouvé de message pour. Et globalement, on les empêcherait d'exprimer leur personnalité. Pour les plus seniors, c'est divisé. Je vous ai dit que 63% trouvaient que c'est une bonne idée. Globalement, les arguments qui sont utilisés sont souvent, pour les contre, et les pour d'ailleurs, plutôt dogmatiques, et ça tourne plutôt autour des inégalités, partant du principe que ça permettrait de gommer ces fameuses inégalités. Ça coûte moins cher en fringues aussi. Non, mais c'est totalement bidon l'idée. Non, mais c'est totalement bidon. On voit bien là. Je veux dire, on invoque les inégalités, très bien. Ça veut dire que les enfants seraient habillés de la même façon. Sauf que c'est méconnaître la réalité d'aujourd'hui. La réalité d'aujourd'hui, la plupart des enfants sont habillés de la même façon, jean et t-shirt ou jean et sweat, etc., avec capuche, etc. Là où se joue la concurrence sociale, c'est-à-dire la rivalité sur les marques, ce sont les chaussures. Exactement. Et notamment les chaussures de sport qui sont de plus en plus luxueuses. Alors vous allez faire quoi ? Alors, vous allez mettre, vous allez mettre un non, mais ça va rien changer du tout. Donc c'est totalement bidon. Donc c'est du dogmatisme ou de l'idéologie pour remettre en avant ce concept qui est censé illustrer la parole présidentielle, qui est l'éducation, c'est du régalien. Non, c'est pas ça. Et alors tout ce qui est sur la table est intéressant, aussi bien la baya que etc. Sauf que la vraie question de l'éducation aujourd'hui, c'est la formation des professeurs. Et c'est le fait que les professeurs aujourd'hui, comme l'éducation, cherchent désespérément des candidats qu'elles ne trouvent plus. Les réussites au concours sont à des moyennes inférieures à ce qu'elles devraient être, d'une part, mais aussi l'État lance des recrutements de contractuels qui sont à peine formés, si ce n'est pas formés du tout. C'est là qu'est le problème. Ceux-là vont transmettre quoi ? Faute d'être formés eux-mêmes. Donc c'est ça la vraie question de l'éducation nationale. C'est pas ce avec quoi on nous amuse aujourd'hui et la poudre aux yeux. Aujourd'hui, le gouvernement sait faire. Et Gabriel Attal est un spécialiste. Il fait très bien de la politique. Et dans la politique, il y a un côté poudre aux yeux. Mais je plus sois parce que quand je regardais les messages, effectivement, quand on pose la question, les gens disent oui, on est d'accord, mais il y avait peu de messages sur ce sujet-là. C'était plutôt sur le niveau des profs, le manque de profs, sur. Enfin voilà. Donc le vrai sujet de l'éducation, c'est pas. Et c'est le nombre d'élèves par classe. Beaucoup. Alors au fur et à mesure et des classes qui le nombre d'élèves diminue, on enlève des profs, on supprime des postes, alors qu'on pourrait en profiter pour. Jean-Marie, vous allez laisser finir la chronique de Véronique. Qui était de vous dire que donc on a les inégalités et les 3/4 des gens disent que c'est quand même les baskets, c'est le vrai sujet. C'était le message que je vous ai montré juste avant. Deuxième sujet, c'est qu'on dit en fait les uniformes, si c'est comme
comme les Anglais, c'est un sujet social. Et Madame Sylvie Tellier a fait un magnifique post pour expliquer mais ça serait peut-être ça la solution. Et ça a été beaucoup raillé, beaucoup repris, avec évidemment des blagues du genre et si l'uniformité est une solution, comme elle a dit. C'est qui Sylvie Tellier? C'est l'ancienne Miss France. Ah oui. Qui montrait une photo d'elle partant, emmenant ses enfants. Et les blagues étaient pourquoi Pierre Eudes a-t-il un cartable et Claire Aubépine n'en a pas. Voilà, donc ça montre l'autre type de sujet. Et après, vous l'avez rapidement évoqué, Roselyne, mais c'est un nouveau sujet qui rentre et qui fait un peu combo avec la discussion que vous avez eue tout à l'heure. En fait, il y a quand même beaucoup de messages qui montent sur le sujet du pouvoir d'achat en disant qu'acheter un uniforme, c'est quand même beaucoup moins cher que d'acheter une nouvelle tenue, que ça serait plus simple. Alors après, il y a des gens qui maintenant disent oui, ça devrait être subventionné. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais on voit que cet argument-là est très peu repris par les politiques et c'est celui que j'ai le plus vu qui montait. En tout cas, c'est un signal montant en disant c'est tellement cher aujourd'hui et l'inflation, vous en avez largement parlé, que les Français se disent c'est peut-être une solution. En tout cas, c'est très nouveau que ce soit un argument qui sorte de ce. Alors là, je sens que vous allez vous moquer. Il y a un hashtag qui monte sur X. Ex-Twitter, c'est Bruno demande. Mais Bruno demande, Bruno souhaite, Bruno aimerait, Bruno a dit, enfin bref, notre ministre de l'économie, a été un peu rayé parce qu'en fait, il a demandé à des industriels, il a demandé à Total de faire des efforts. Et donc, la gauche s'est emparée de ce hashtag qui a beaucoup pris dans la journée avec une façon pour les politiques de plaisanter, de mettre les rieurs de leur côté et de désinstitutionnaliser un peu le ministre. Donc, je vous montre quelques-uns. Donc, le premier, c'est une mission pour Bruno demande. C'est quoi une mission pour... Ah, non, c'était pas cela. Bon, c'est pas grave. Nouvel épisode de... Ah non plus. Bon, nouvel épisode de Bruno alors, demande. Qu'est-ce que vous faites là, en régie? Non, à la décharge de Flore, c'est que j'ai changé à la dernière minute parce que je voulais parler de ça et après, si Bruno demande, j'étais obligée d'en parler. Regardez comme c'est injuste tout ça. C'est injuste. C'est très injuste parce que Gabriel Attal, avec une mesure, enthousiasme général, les foules applaudissent. Gabriel Attal devient la nouvelle star. Et le camarade Bruno Le Maire qui écrit un livre. Avec des passages. Ça fait partie des blagounettes des gens. Et ensuite, il demande et on lui tombe dessus tout autant. Alors, c'est quoi les blagounettes? Alors, les blagounettes, vous avez Monsieur Roussel, par exemple, qui a dit nouvel épisode de Bruno demande. Dommage que ce monsieur ne soit pas ministre, sinon il aurait pu agir concrètement contre le pouvoir d'achat des Français. C'est une façon pour les politiques. Pour l'inflation. Pour le pouvoir d'achat. Oui, pour. Ouais. Sinon. Voilà. Sinon, vous avez Julien Bayou qui a proposé, justement, à propos du livre, et il écrit un nouveau livre. Voilà. Bruno demande des façons de se moquer. Donc, en fait, c'est une façon pour les politiques de s'emparer de l'opposition de ce sujet et de rigoler. Et puis après, les internautes, comme ils aiment bien les choses un peu pointues, je suppose que vous jouez peu aux jeux de cartes et aux réalités des artefacts, mais les uns et les autres se sont amusés en disant Bruno demande devient une carte dans les jeux. Et ça ne coûte rien de demander est devenu la blague que les internautes partagent. Donc, d'un petit hashtag qui était censé être une façon pour les politiques d'opposition de s'amuser, eh bien, c'est en train de devenir quelque chose qui lui colle un peu à la peau. Donc, ne jamais avoir les rires de votre côté. Merci beaucoup, Véronique, patronne de Backbone Consulting. Donc, on va laisser parler quand même. Oui, elle a fini par s'exprimer. Non, mais je savais les. Vous avez essayé de la bâillonner, Jean-Marie. Mais oui, voilà. Et c'était pour aussi. C'était pour merci à Flore Simon et merci à toute l'équipe technique. À très vite.